avait 17 ans et il pensait de s'en aller en droit. C'était un joueur de football. Il avait passé l'été à faire son entraînement avec son équipe du cégep. Alors, il était très en forme. Il avait une copine. Il avait énormément d'amis. C'est un enfant facile qui a toujours pris la vie comme arrivée. On était à bâtir l'avenir avec nos enfants. On travaillait, mon mari et moi. Alors, on avait un emploi dans le monde de la santé. On n'avait pas rien de spécial, mais on avait une vie parfaite, selon moi. Alors, on ne s'attendait pas à vivre quelque chose d'aussi majeur. Le 7 août, on a reçu un téléphone à 00h30 durant la nuit pour nous annoncer qu'il y avait un accident à Lambton de mon fils. Tout ce que je lui demandais, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il respire? Johan, étant donné son accident, il a frappé un arbre sur le côté. Il était dans une auto, il avait donné un coup de volant, puis il a tourné, puis en tournant, il est arrivé de l'autre côté de la rue, puis il a frappé, il y avait deux grosses épinettes et il a frappé les épinettes. Alors le dommage est arrivé parce que le cerveau a frappé le lobe frontal en avant, le front, et à cause qu'il a frappé l'arbre du côté, le cerveau a tourné. Donc, Johan a eu une hémiplégie à cause de ça. Ça fait des hémorragies et les fibres du côté droit ont arraché. Le 23 juin 1998, c'était mon bal de graduation de fin de secondaire. C'est un moment d'une vie qu'on est supposé célébrer puis de se rappeler. Mais moi, j'en garde pas un souvenir parce que j'ai eu un grave accident de la route au retour. Fait que j'ai subi un traumatisme crânien sévère. J'ai été hospitalisée plusieurs mois. J'ai été en réadaptation plusieurs mois. J'ai subi des séquelles permanentes. C'est les souvenirs des autres qui sont devenus les miens. Moi, ce qui m'a été raconté pour mon accident, on s'en revenait de mon bal vers chez mes parents. J'ouvrais ma fenêtre ou je la fermais, puis j'avais moins d'attention sur la route, puis mon auto aurait dévié de la route, puis moi, j'aurais donné un coup de roue pour réembarquer sur la route, puis il y avait une voiture en sens inverse qui s'en venait. L'homme dans l'autre voiture a eu le même réflexe que moi, il a bifurqué vers ma voie, fait qu'il m'a rentré directement dans ma porte. Avant d'avoir mon accident, j'étais un gars qui jouait beaucoup au hockey, puis je jouais beaucoup aussi à la balle. Ma principale force dans ces deux disciplines-là, c'était la vitesse, mais après mon accident, la vitesse, il fallait que j'oublie ça. Je m'entraînais pour le triathlon, puis là, fallait que je faisais mon vélo, puis dans le circuit, justement sur le circuit du triathlon, il y a une auto qui m'a pas vu, il était probablement aveuglé par le soleil, puis il m'a coupé, puis moi, j'ai rentré dans l'auto. Après, moi, j'ai perdu connaissance, puis j'ai été dans le coma pendant 30 jours après. On s'est rendu à l'hôpital et tout ce que je voyais, c'est qu'il avait les mains et les pieds complètement pointés, les bras tournés. J'ai dit, il est décérébré, ça a été... le choc. Et là, on comprenait, moi et mon mari, ce qui se passait. On avait nos deux filles avec nous. Alors, on était vraiment en choc. Je pense que c'est les montagnes russes. Je me souviens, la première semaine, je n'ai pas mangé. J'ai pas mangé de la semaine. Excusez, mon Dieu, ça fait 40 ans, j'ai l'impression de revivre ça. Et j'ai pas mangé, je prenais que du café.
Les séquelles de mon accident, bon, j'ai eu un traumatisme crânien sévère. J'ai été... Le nombre de jours dans le coma, je pense que c'est 15 ou 21. C'est 2 ou 3 semaines, mais je m'en rappelle pas. Mais j'ai été aux soins intensifs au moins pendant 1 mois, que maman m'a dit. J'ai eu 5 fractures du bassin. J'ai eu des côtes cassées, je pense, puis même des clavicules. Je sais pas, ça c'est flou un peu dans ma tête, mais c'est surtout ma séquelle principale, c'est mon traumatisme crânien sévère. Puis j'ai aussi une paralysie du 3e nerf crânien, que ça c'est un des coups que j'ai reçus à la tête qui est situé en arrière. J'ai une hémiparésie du côté gauche, fait que ma corde vocale gauche aussi était paralysée. Fait que tout mon côté gauche, j'ai eu une faiblesse pendant plusieurs mois. J'avais beaucoup de blessures après mon accident. Les doigts, c'était tout cassé. J'avais une fracture de la hanche. J'ai resté encore avec ce qu'on appelle un pied tombant. Mais ce qui était le plus grave, c'était mon traumatisme crânien. Là. Tu passes 30 jours dans le coma. Là. Tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais t'écoutes les autres, on te raconte tout. Un traumatisme crânio-cérébral, qu'on appelle le TCC, c'est un choc qui vient d'une force extérieure qui appuie sur le crâne. Donc, on peut soit avoir une poque, un bleu, le cerveau peut cogner sur la boîte crânienne, ou soit il peut avoir même un objet, une tôle, une roche qui brise la boîte crânienne et qui vient directement affecter, briser le cerveau. Pour l'instant, on s'accorde sur 3 niveaux, le TCC léger, le TCC modéré et le TCC grave. Alors, pour définir un peu ces niveaux-là, on va prendre différents facteurs. Souvent, on va s'intéresser au niveau de la durée de perte de conscience, donc c'est-à-dire quand on est dans le coma, mais aussi la durée de perte de mémoire après l'accident. Et donc, plus c'est long et plus c'est grave, en fait. Donc, par exemple, les TCC légers, souvent, il y a peu ou pas de perte de conscience. Et donc, eux peuvent avoir des séquelles, mais qui vont généralement être temporaires. Ça va être pendant 2 semaines, voire maximum 1 mois. Il y a des séquelles, mais elles sont censées se résorber avec le temps parce que c'est minime comme accident. Après, on passe dans le modéré grave. Donc là, on est dans des durées de coma un peu plus longues, des durées de perte de mémoire post-traumatique un peu plus longues aussi. Et c'est là qu'on vient alors chercher des profils où il y a des séquelles très variées, très multiples, dépendamment de où a eu lieu l'accident dans le cerveau et qui vont pouvoir se répercuter de manière plus permanente. Le traumatisme crânien, c'est t'es au mauvais moment, à la mauvaise place, malheureusement. C'est un accident. On subit un trauma crânien. Il y en a qui vont développer des séquelles physiques, c'est-à-dire vont être paraplégiques, quadraplégiques, hémiplégiques, vont avoir des cicatrices, vont perdre la vue, l'audit. Mais il y en a qui reviennent tout à fait normales. Physiquement, on ne voit pas il n'y a aucune séquelle physique, sauf qu'au niveau cérébral, bon, c'est des gens qui ont une grande fatigabilité, problèmes d'orientation, concentration, impulsivité, colère, anxiété. Tout ce qui est problématique dans nos vies à nous l'est aussi, mais amplifié à divers niveaux, dépendamment de la lésion et de la force du choc qu'ils ont subi à la tête, et aussi la durée du coma. Hey, santé! Santé, beauté. Il y a des canards. Il y a des canards. C'est ça, il y a des canards. Ils sont où les canards? Ils sont où les canards, Yoann? Appelle les canards. Non. On est au paradis, ça. Hein? En tout cas, si c'est pas le paradis, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Quand Yoann a eu son accident, moi, j'avais 11 ans. C'était 2 jours avant ses 18 ans. Ce qui a été particulier, c'est comme il a eu son accident, il avait 17 ans, quand il a été transféré au CHU à Sherbrooke, il a été en pédiatrie aux soins intensifs. Ce qui fait qu'en pédiatrie, soins intensifs, il n'y a pas de limite de visite. Il y avait beaucoup plus de souplesse au début, mais les premiers jours, son état était tellement grave qu'on pouvait le voir uniquement à certains moments.
Quand on est arrivé, moi, Johan, il était attaché, tapé sur la civière, les yeux ouverts, mais complètement à l'envers. Il y avait quelqu'un qui le ventilait, qui donnait de l'oxygène. Il y avait l'équipe de soins. J'ai revu mes parents complètement effondrés, ma sœur. C'est des situations surréelles là, qui arrivent. Puis là, moi, je me souviens qu'il était fendu ici. Il était ouvert. Puis d'avoir regardé le médecin, j'ai dit « Comment ça, vous l'avez pas recousu? » Puis il dit « Ça, c'est pas ça, c'est secondaire, ça. » Johan il a fait 7 mois qu'on m'a éveillé avant qu'il puisse dire qu'il y avait une journée qu'il savait qu'elle existait, là, mais violent. En 93, là, c'était 4 à 5 mois de réadaptation pour les meilleurs. Et Johan a fait 14 mois de réadaptation. Et quand il en est sorti, Johan il était visé pour s'en aller en soins de longue durée. Moi, je partais le dimanche soir, je refaisais jusqu'au jeudi soir. Puis mon mari rentrait le jeudi, puis faisait jusqu'au dimanche au soir. On ne l'a jamais laissé seul. Mais il fallait s'occuper des 3 autres enfants qui ont réagi eux aussi. C'est un drame familial. Du haut de mes 11 ans, je comprenais pas ce qui se passait, puis il y avait une atteinte... Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais dès qu'on y touchait, c'était pire. Il se mettait comme à trembler, puis à trembler, mais en même temps, le réflexe qu'on a comme humain, nous, c'était de lui prendre la main, lui dire que je suis là, que je suis avec lui. Excusez, j'ai envie des émotions. Puis c'est ça, fait qu'il y a... Comme parent, et moi, je voyais mes enfants tomber un par un. Et je me disais, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, parce que si moi je tombe, on tombe toute la gang. J'ai plus de... Et c'est le drive que j'ai pris sur je pense, les 5 années qui ont après l'accident. Quand je me suis réveillée du coma après, j'étais pas du tout là. Mes souvenirs, c'est les souvenirs des autres qui m'ont raconté. Maman m'a dit que au début, j'étais comme une petite fille de 2 ans, 3 ans. Là. J'étais très, très, très expressive, mais j'avais pas de voix. Puis j'avais aucune mémoire présente. Mes parents, ils m'ont dit, ils passaient la journée avec moi. Puis quand le soir, mettons, ils allaient voir les infirmières au poste, puis ils revenaient pour me dire au revoir. Mais moi, c'était comme s'ils venaient d'arriver, puis que j'étais super heureuse de les voir. Puis, mais tu sais, c'était pas juste parce qu'ils s'en allaient. Puis quand j'ai commencé à avoir accès au téléphone, j'appelais, mais à n'importe quelle heure, parce que j'avais pas aucune notion du temps. Fait que j'appelais à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Fait que là, ma mère, elle m'avait écrit sur une feuille que à la maison, je pouvais appeler à partir de 7 heures le matin. Chez grand-maman, c'était pas avant 8 heures. Les amis, pas avant 10 heures. Pas avant midi, la fin de semaine. C'était tout noté dans mes agendas. Fait que là, moi, je regardais puis j'attendais qu'à ce qui paraît que ce soit la bonne heure. Puis là, quand là, j'étais sur le téléphone. Mais des fois, je me rappelais pas que je venais d'appeler cette personne-là. Fait que je la rappelais aussitôt après. Fait que là, j'avais des crochets, mais là, je sais pas comment je me comprenais dans mes choses. Il y a des crochets partout dans mon agenda. Mais c'est très... c'est de voir comment l'esprit est mélangé à ce moment-là. Au début, tu sais, les médecins, ils savaient même pas si j'allais m'en sortir vivant de ça. Comment j'allais m'en sortir? Personne ne le savait. J'aurais aimé qu'ils me donnent un pourcentage pour savoir si j'allais réussir à faire ci, à faire ça. Puis il aurait aimé me dire un pourcentage, mais il m'en disait pas parce qu'il savait pas. Ça a été difficile au début, tu sais. J'étais capable de dire le nom de tout le monde, mais quel lien j'avais avec eux autres? T'sais, mes enfants, c'était-tu mes neveux? C'était-tu... Ben, j'étais capable de dire le nom. Ça paraissait pas trop. Mais à force de les entendre parler, là, je savais qui c'était. Mes séquelles de mon traumatisme crânien qui sont présentes encore maintenant, c'est la fatigabilité, la concentration, l'attention qui affecte ma mémoire, parce que j'ai pas de problème de mémoire comme je dis,
à part pour aller chercher les souvenirs, ça c'est plus difficile pour moi. Puis aussi, je vais avoir de la difficulté à gérer l'anxiété, tous les facteurs de stress. Ma mémoire a commencé à reprendre dans mes débuts de réadaptation à l'hôpital Marie-Enfant à Montréal. Puis aussi à Marie-Enfant, là, c'est là que j'ai créé des liens d'amitié parce que aussi ça a été difficile, le deuil des amis, parce que la compréhension n'est pas là. Parce que moi, quand j'ai eu mon accident, c'était la fin du secondaire, donc c'est la fin d'une étape dans une vie. Fait qu'après ça, moi, je suis rentrée à Marie-Enfant à l'automne. Puis à ce moment-là, toutes mes amies du secondaire, eux, rentraient au cégep. Mais moi, dans l'été, j'avais plein de visites, tout ça, fait que, tu sais, c'était le fun. Mais là, pouf, je rentre en réadaptation à Marie-Enfant, eux rentrent au cégep, plus de visites, plus d'amis. Mais dans ma tête, à moi, c'est pas parce qu'ils sont au cégep qu'ils viennent plus me voir, c'est parce qu'ils m'aiment plus. Fait que là, tu sais, c'est toute la dépréciation, fait que là, je m'aimais plus, c'est toute la... Je suis plus bonne à rien, tu sais, c'est la dépréciation de soi-même, tu sais, je m'aimais pas, je me trouvais pas belle, tu sais, c'est... Parce que c'était avec ma paralysie faciale, puis tout ça, tu sais. Ça a été beaucoup de réadaptation. Moi, il a fallu que je réapprenne tout, là. Réapprendre à parler, réapprendre à me concentrer, réapprendre à marcher. Quand je suis sortie, moi, je voulais être comme tout le monde. Je voulais pas que les gens sachent que j'avais un traumatisme crânien, que j'avais des différences, même si j'avais un peu de différences physiques, mais c'était pas nécessairement visible pour tout le monde. Mais moi, dans ma tête à moi, c'était visible. Puis je voulais pas que les gens le sachent, je voulais pas être jugée. Yoann, le problème, c'est que les gens ne sont pas capables de le mettre dans une case. Ce qui l'identifie, là, c'est son orthèse. Depuis qu'il y a une orthèse, il y a plus de respect. Parce que là, l'orthèse signifie qu'il y a un handicap. Mais quand il n'y avait pas d'orthèse, bien, c'est sûr qu'il ne parle pas bien, donc il est sourd. Bien, il fait rien. Comment ça, il ne travaille pas? Il serait capable de travailler, donc il est lâche. C'est un peu la problématique de vivre en société. La société ne connaît pas c'est quoi un trauma crânien cérébral. Les personnes qui vivent un traumatisme crânio-cérébral modéré ou sévère vont avoir des séquelles pour toute leur vie. Pour certaines personnes, ça peut être des pertes de mémoire, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la fatigabilité. Donc, les personnes vont subir du jugement souvent parce qu'ils ont besoin de faire une sieste l'après-midi ou ils ne sont pas capables de travailler de longues heures. Certaines personnes peuvent travailler vraiment juste un petit bout de temps. Il va y avoir aussi des séquelles qui sont importantes dans la vie en société, notamment toute la question de l'inhibition, de ne pas avoir de filtre quand on parle, d'être colérique, d'avoir de la difficulté à réguler ses émotions. C'est des choses sur lesquelles on doit réapprendre socialement qu'est-ce qui est acceptable. Puis c'est pas facile de contrôler une espèce de soupape qui n'existe plus quand on a de la difficulté à réguler ses émotions. Quand tu sors, tu t'arrives chez toi, on a eu un intervenant 3 jours semaine à domicile pendant 8 mois. À ce moment-là, j'avais pris mon congé différé pour son retour. Mais là, on est isolé parce que les réponses, on n'en a plus. Et en Beauce, il n'y avait pas de centre de réadaptation. Donc, il n'y avait pas de physio, il n'y avait pas d'ergo. J'avais juste c'est un éducateur qui était avec moi. Puis là, on essayait de faire de l'éveil pour la mémoire, travailler beaucoup la mémoire, le retour à domicile, tu sais, faire un régime de vie. Ensuite, on a dû serrer tout ce qu'on avait qui pouvait être dangereux parce qu'il y avait encore des réactions très violentes. Quand il était de retour à temps plein à la maison, je me souviens de m'être chicanée vraiment avec lui, là. Puis d'avoir dit, tu sais, Yoann, il m'aurait jamais fait ça. Puis, tu sais, de lui avoir, tu sais, même dit moi-même à mon frère, pour moi, t'es mort, t'es pas mon frère. Puis, tu sais. Puis, suite à ça, on a eu des discussions, puis on s'est retrouvés. C'est qu'on a réappris à se connaître, à se réapprivoiser. Tu sais, en fait, je suis partie d'un frère fort, protecteur, avec des amis, un beau jeune homme, intelligent, avec la vie devant lui, à
un frère qui finalement s'est retrouvé complètement isolé. Maintenant, j'apprends à gérer mieux mon petit volcan, comme que je me le suis fait appeler par une psychologue, on l'a nommé comme ça. C'est que quand je vis des grosses émotions, ça explose. Les émotions vont être vécues très, très fortes. La joie va être... La colère va être très forte ou la tristesse va être très forte. C'est un peu les extrêmes. C'est sûr, maintenant, c'est aussi contrôlé avec la médication. Ça, c'est maintenant. Ça fait pas longtemps que j'ai accepté de prendre la médication. Mais j'ai accepté, puis ça régularise un peu mon petit volcan. Ça m'aide à le gérer mieux, mettons. Une des séquelles qui est quand même assez possible aussi, c'est des troubles au niveau de la gestion des émotions et de la gestion comportementale. Ce qui va être particulier avec ce type de difficulté-là, c'est que ça peut vraiment varier au cours du temps. C'est-à-dire que les personnes peuvent présenter des difficultés comportementales, émotionnelles au début de leur parcours, donc juste après l'accident, ils sont encore dans les milieux hospitaliers, mais ça peut après disparaître ou à l'inverse augmenter quand ils reviennent à la maison ou dans un hébergement spécialisé. On peut aussi avoir la difficulté d'initiation d'activité, donc c'est ce qu'on appelle l'apathie, donc cette séquelle de rester assis, à ne rien faire, à avoir du mal à se mettre en route, à se mettre en avant. Puis on peut aussi avoir donc, les difficultés au niveau social, donc ce qu'on va appeler les comportements sociaux inadéquats. Ça peut vraiment s'illustrer de plusieurs manières différentes, mais notamment, on peut avoir des comportements sociaux inadéquats. Donc là, c'est le fait de ne plus trop respecter les normes sociales et de se permettre de dire certaines choses dans la rue qu'on ne dirait plus, par exemple. Souvent, les proches vont nous dire que dans des cas où on est sur des maladies de fin de vie, c'est une période intense mais courte. Dans le cas des TCC, ça peut durer des dizaines d'années. Et puis ça, c'est sûr que ça use. Puis quand ça arrive à un enfant, on n'avait pas prévu être le parent éternel de cet enfant-là. On avait prévu qu'un jour, il prendrait de l'autonomie, puis il vivrait sa propre vie. L'année 93, l'année de l'accident, pour moi, c'est une année charnière que ma vie a basculé. Je suis devenue une vraie mère. Moi, j'étais peut-être une mère, mais là, je suis devenue... Il a fallu que je choisisse mon rôle de mère. Et je l'ai choisi pour mon fils. La personne TCC a souvent oublié son accident, elle ne se souvient pas de grand-chose, sinon ce qu'on lui a raconté. Par contre, le proche, lui, s'en souvient. Il se souvient de ce qui est arrivé, il se souvient de comment il a vu son proche, il se souvient de l'avoir vu dans le coma, de l'avoir vu se réveiller, de l'avoir vu réapprendre, tout un tas de trucs qui étaient, ma foi, instinctifs. Là. Donc, c'est des grands deuils. Reconnaissent pas toujours non plus leurs proches, leurs conjoints, leurs enfants. Donc, c'est des grands deuils. Ils ont besoin, eux aussi, d'être accompagnés. C'est sûr qu'après la réadaptation, c'est sûr que l'on est vraiment seul. Yoann, l'hébergement, où il demeure, il était chez nous. Yoann sortait, il fuguait. On le cherchait tout le temps. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là. Fait que, Yoann n'était pas rentré. Il était 1h du matin. Je partais, j'ai le tour de la ville pour trouver mon Yoann. Moi, je suis tombée malade. J'ai dû avoir des soins à l'extérieur. Alors, j'ai dû quitter pendant 5 semaines. Yoann était dans cette résidence-là. Et je suis revenue. Le transport adapté, il ne voulait plus le prendre parce qu'il n'était jamais à bonne place. Il n'avait rien mangé de ce que j'avais préparé. C'est là qu'il s'est retrouvé à la 11e hébergement qu'on a tenté. C'était une résidence pour personnes âgées. Il y a toute une dimension sociale dans la question de se trouver un logement. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à s'organiser. Donc, étant désorganisées, il y en a comme par exemple qui peuvent vivre des troubles d'accumulation compulsive, puis ça peut aller jusqu'à l'éviction de ces personnes-là parce qu'ils n'ont pas reçu le soutien nécessaire. Donc, c'est très important, la question du logement pour les personnes TCC, parce qu'on veut vraiment agir en amont pour éviter que ces personnes-là se retrouvent en grande difficulté, voire à la rue. En 30 ans, on a essayé 11 types d'hébergements.
Ça, c'est une des problématiques majeures. Et Yoann est revenu chez nous. Présentement, il est avec nous. Et ça va très bien. Les proches aidants des personnes TCC vont vivre énormément de pression parce que c'est les personnes qui sont vraiment directement concernées. C'est elles qui, des fois, dans le cadre de curatelle, vont devoir gérer les finances, vont devoir faire des choix pour cette personne-là devenue adulte. Puis, il n'y avait pas nécessairement prévu faire ça. Ils vont hésiter à quitter la maison de peur qu'il y ait un accident. Elles vivent, elles également, avec toute cette anxiété-là, cette inquiétude. Est-ce qu'il va arriver quelque chose? Est-ce que la personne va pouvoir s'organiser? Et puis, ça gruge énormément d'énergie. La plupart des personnes proches aidantes qui vont contacter les associations vont avoir attendu tellement longtemps. Elles arrivent complètement épuisées et à bout de ressources dans les associations. Quand j'étais en réadaptation à Marie-Enfant, les intervenants m'ont fait commencer à écrire mes journées pour faire travailler ma mémoire. J'ai tout gardé mes agendas depuis mes études jusqu'à maintenant. J'ai encore mes agendas avec plein de petites notes des fois de mes journées qui sont particulières, que je veux retenir, puis que je veux que ça reste. Fait que c'est tout cordé dans mes choses, mais ça, mon agenda, ça m'aide à structurer mon temps. Puis aussi dans ma maison, j'ai des tableaux sur mes portes, sont peints comme des tableaux noirs. C'est pour m'aider. J'ai des rendez-vous, des choses à ne pas oublier qui structurent mes semaines à venir ou mon mois à venir. Puis sur mon autre tableau, ben là, c'est des tâches à ne pas oublier à faire, mettons du ménage, l'épicerie, des choses à ne pas oublier à acheter. Moi, j'aime les enfants. J'ai toujours voulu des enfants. Avant mon accident, j'en voulais 4 ou 6. Après mon accident, j'en ai eu un, puis c'est parfait comme ça. C'est assez, comme je dis. Mais je n'ai fait un parfait. Puis je l'aime d'amour inconditionnel, mon garçon, puis je suis tellement fière de lui. Puis depuis qu'il est petit, moi, j'ai toujours joué avec lui. J'ai toujours été très présente avec lui. C'est sûr, là, il vieillit, il est moins porté à coller maman, mais on a gardé cette connexion-là qu'on parle beaucoup ensemble. Yoann, on l'a fait évaluer, il fonctionne 3 heures par jour. Alors, il est au score, il fait 3 heures. Après, le cerveau se met à off, je vous le dis. Il fait des mots mystères avec un café. Son cerveau est à off. Il n'est plus capable. Quand on parle de la séquelle de mémoire, c'est normal d'avoir des troubles de mémoire. C'est une des séquelles qu'on voit le plus chez les personnes qui ont une lésion modérée sévère. Il y en a que ça va être vraiment la mémoire, ça va être très, très intense. Là. On en a quelques-uns qui, à l'intérieur d'un 5 minutes, vont oublier ce qu'ils ont dit. Mais la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont plus de difficultés à faire passer l'information dans la mémoire longue. Donc l'information, elle est là, elle est bonne là, je la comprends, je la retiens, mais je ne peux pas la retenir long terme. Donc, si je ne mets pas des stratégies en place, je vais la perdre. D'où toutes sortes de stratégies telles que le calendrier, l'agenda, les post-it. Hein, j'en ai qui mettent leur calendrier dans leur salle de bain parce qu'il n'y a pas juste d'utiliser un calendrier. C'est une chose d'utiliser le calendrier, l'agenda. Il faut que tu penses à le consulter. Il m'avait montré, quand j'étais en réadaptation, comment travailler avec un agenda. C'est pour dire, moi, j'étais un gars de bureau, mais la vraie bonne manière, c'est que toi, tu m'as marqué tous tes rendez-vous que tu as à faire le lendemain, puis tout ça, tu mets tout ça dans ton agenda. Mais avant d'ouvrir ton agenda le matin puis de regarder tous tes rendez-vous que tu as, essaye de penser c'est quoi que tu as comme rendez-vous. Oh, j'ai un rendez-vous à 10 heures, j'en ai un autre avec un tel monsieur à 2 heures. Ensuite, tu vas vérifier dans ton agenda si ta mémoire, elle a bien fonctionné.
Un aspect important de Johan, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas de mémoire, il faut vraiment lui donner des outils. Alors, on doit faire un calendrier. Un calendrier ici en bas, affiché sur le réfrigérateur, puis il y en a un dans sa chambre, puis tout doit être noté. Il faut vraiment rappeler que Gare Johan, c'est sur ton calendrier, c'est écrit, va voir, tu as la bonne heure. Alors, il faut tout noter. Puis s'il y a un changement, il faut le noter. Il ne fonctionne pas s'il n'y a pas ça. Alors, il y a besoin d'outils, là. Donc, l'outil du calendrier est très important. Il y en a qui l'ont sur le téléphone, mais Johan, le téléphone, il est bon pour répondre, mais là, il se perd. Fait que, on a laissé tomber le téléphone, ça ne marchait pas. Mais un outil papier, oui, il faut tout noter. Et c'est ça, ça demande beaucoup de détails. Puis il faut que je réserve son transport. Tu sais, il faut être sûr qu'on suit, là, que les gens du transport adapté, mais on s'écrit là, régulièrement pour dire, ben là, Johan, il n'y aura pas cette journée-là, il y a un rendez-vous chez le dentiste. Fait que si on insère une activité, il faut vraiment que ça soit mis en coloré, là. J'ai tellement travaillé dur pour tout reprendre, là. Moi, là, je voulais retourner dans la maison, recommencer mon travail, le travail que je faisais avant, que j'ai toujours aimé ce travail-là. Reprendre ma vie familiale, quoique ça n'a pas duré longtemps avec mon épouse par après, mais j'ai tout le temps tout voulu reprendre comme j'étais avant. C'est que moi, j'ai entraîné longtemps des gens à faire du sport, mais là, il fallait que moi, je m'entraîne à me réhabituer dans ma vie, tu sais. Il y en a qui arrivent et qui sont tellement heureux d'être en vie que c'est pas difficile, là. Mais il y en a d'autres pour qui étaient fous amoureux de leur travail, tu sais, qui perdent quand même non seulement un 45 heures, un 40 heures par semaine où ils étaient actifs, qui perdent une équipe de travail, qui perdent des amis, ils perdent quand même, il y a quand même beaucoup de pertes après un trauma crânien. Quand on occupe un emploi, à la base, c'est qu'on a certaines habiletés, certaines capacités aussi. Et quand on a un TCC, c'est comme si on venait brasser tout ça. Et là, on se retrouve avec d'autres habiletés, d'autres capacités, mais on n'a plus celles qu'on avait au départ quand on occupait notre premier emploi. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé une demi-journée 3 fois par semaine. Ça, c'était comique. Je faisais enrager un peu mes collègues. Quand j'avais fini ma 3e demi-journée, là, mais je lui souhaitais bonne fin de semaine. Avec une lésion sévère, souvent, tu es inapte à retourner sur le marché du travail. Donc, comment elle va meubler son quotidien? Bien là, c'est là où nous, on rentre dans le portrait, où on va justement regarder avec la personne de quelle façon elle peut combler ou plutôt remplir sa semaine, là. La majorité des gens, avec le temps, peuvent retrouver une vie normale qui ne sera pas leur vie d'avant. Mais ils peuvent très bien vivre. Il y a des gens qui font leur deuil rapidement. Il y a des gens, ça va super bien, vont accepter. Mais il y en a, après 20 puis 25 ans, qui n'ont pas fait leur deuil. Pour eux, c'est difficile. Mais la majorité des gens, quand ils ont fini par accepter leur situation, leur handicap, vont reprendre une vie tranquille, différentes. Il y en a qui rencontrent même des gens avec qui ils forment un couple qui ne sont pas traumatisés crâniens, qui finissent par les accepter comme ils sont. Ça m'a permis de me rendre compte moi-même de mon incapacité à travailler. Ça aide à faire le deuil, puis de réaliser que c'est vrai que je n'ai pas les capacités pour faire du 9 à 5, pour travailler comme les gens qui n'ont pas de traumatisme crânien. Je suis arrivée à Trois-Rivières, puis j'ai découvert l'association ici, qui est devenue une famille. Ça m'a vraiment aidé à cheminer par mon parcours parce qu'eux, ils m'ont accompagnée. Ils ont créé des ateliers parents TCC, tout ça pour faire l'accompagnement. J'ai eu beaucoup de soutien pendant toute ma grossesse, la petite enfance de Raphaël.
La reconnaissance des membres envers l'association est immense. On le voit souvent par leurs agissements. Ils rentrent ici le matin, ils sont heureux de nous voir, sont heureux de l'accueil qu'on leur offre. Et puis, ils sont pas gênés de nous le dire, qu'ils aiment notre présence, qu'on est important pour eux, puis que si l'association, elle n'existerait pas, ils seraient pas où ils sont rendus dans leur cheminement. Ça, on l'entend souvent de leur part. Ici, à l'association, c'est un endroit où les membres peuvent venir pour contrer l'isolement. Il y a des activités, il y a des ateliers de participation active, puis on offre aussi du soutien psychosocial à nos membres ainsi qu'à leurs proches. On va faire un petit 2 minutes d'impro-clap. OK. Vous en rappelez? Dans le fond, les différentes activités qu'on offre ici, on offre du hockey-ball, des sorties, de l'initiation à photo, de la méditation, de l'histoire. On a des tournois de cribs, des jeux de société. Puis on a aussi là, notre grosse activité phare, l'improvisation. Une friteuse de même, c'est cheap en masse, là. Ouais, mais ça te tentait pas d'acheter de quoi de mieux que ça? Oui, mais je me suis dit, comme t'es bricoleur, t'aurais pu comme la réparer, là. Je peux t'en mettre sur un... J'ai tapé avant. Je prends la place de lui. Qu'est-ce que tu fais là? Bienvenue à la vente sous la tente. L'improvisation, c'est mon activité préférée, là. C'est un peu un parti pris. J'aime beaucoup ce qu'ils développent entre eux autres, l'esprit d'équipe, l'entraide. C'est ça que je trouve magnifique. C'était pas du Oh, t'allais dans le rire un peu. Ouais, mais je m'en tenais. À toute heure du jour, on peut y aller dans la semaine. Il y a toujours une oreille pour nous entendre, toujours quelqu'un qui va être présent. Pour nous, juste sortir de la maison, avoir un endroit où aller, puis des gens qui sont comme moi, qui vivent pas nécessairement la même réalité, mais qui peuvent comprendre quand même la situation, puis qu'on va s'entraider entre nous autres, puis ils vont selon le besoin aussi des gens, selon la demande, selon ce qu'on a le goût de faire. La création de cette association, c'est vraiment des personnes traumatiques crâniennes qui, après leur adaptation, parce qu'à l'époque, il y a longtemps, on espérait remettre ces gens-là sur le marché du travail. Mais ils ont découvert que ces gens-là n'étaient pas capables de travailler parce qu'ils n'étaient pas capables de correspondre aux critères de la société. Fait qu'ils ont décidé, ben écoute, on peut-tu se créer des associations pour se retrouver entre nous? Connexion TCC Québec, c'est un regroupement qui a été créé en 1999 de la volonté de plusieurs associations régionales de pouvoir retrouver un milieu pour pouvoir échanger sur des enjeux, pouvoir parler des problématiques qui vivaient au niveau régional, pour pouvoir aussi vraiment discuter de comment se faisait l'intégration sociale des personnes vivant avec un traumatisme crânio-cérébral dans leur région, quelles expertises ils ont développées, c'est quoi les meilleures pratiques. Donc, c'est vraiment un lieu où on peut se rassembler pour discuter soit des enjeux qu'on vit, soit des bons coups qu'on a réalisés. Bonjour tout le monde. Connexion TCC, le regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec, est fier de vous accueillir à ce forum dédié à l'amélioration des conditions de vie des personnes ayant vécu un traumatisme crânio-cérébral en mettant l'accent sur le développement de leur autonomie. C'est quoi un traumatisme crânien? Au Québec, en ce moment, il y a 13 associations régionales qui sont membres de Connexion TCC. Puis ça permet aux associations non seulement d'avoir un soutien, mais aussi de pouvoir s'inspirer les unes des autres sur toutes sortes de pratiques sociales qu'elles ont développées au fil des années pour interagir au niveau de l'intégration sociale des personnes vivant avec un TCC et le soutien aux proches de ces personnes. Ce qui me permet de passer au travers de mon quotidien, c'est vraiment d'avoir une association aussi à côté. Ce soir, actuellement, on se trouve à l'inauguration de notre bâtiment à Saint-Georges-de-Beauce, qui est notre premier pied-à-terre officiel à Saint-Georges. La raison pour laquelle on a besoin d'un endroit spécifique pour les TCC, c'est que c'est une clientèle qui, malgré tout, malgré qu'ils se mélangent beaucoup, c'est des séquelles, comment dire, qui sont très... des atteintes qui sont quand même très spécifiques, très précises.
Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour cette ouverture officielle. On comprendra que la bâtisse fonctionne déjà depuis juin, que les bureaux sont ici. C'est des gens qui, malheureusement, puis je veux pas atteindre personne négativement en disant ça, mais qui ont beaucoup de besoins émotionnels, de gestion d'émotions, tout ça, qui fait que ça brûle leur entourage. Ce qui fait qu'ils ont besoin d'un endroit pour venir, d'un, chercher de l'aide, du social, tout ça, mais d'un autre côté, que pendant ce temps-là, leurs parents, leurs proches, leurs amis puissent avoir un moment de répit. Ici, on a vraiment plusieurs activités. Actuellement, dans la bâtisse, ici, on a du cerveau actif. Donc, une activité qui est là pour venir travailler au niveau, c'est de base, mais vraiment de venir travailler la cognition des gens de façon régulière. On a aussi les tacliques qu'on appelle, qui les socialisons. C'est vraiment des activités diverses qu'on vient faire, jouer à des cartes, aller visiter un musée. On a aussi des cours de peinture. On a aussi des cours de chant. Johan, le lundi, il fait du chant. Le mardi, il fait du conditionnement physique. Le mercredi, il va en ville. Le jeudi et vendredi, il fait du bénévolat dans un restaurant Score. Puis, en plus, il y a sa semaine que maintenant j'ai qui va en répit dépannage. Ça, c'est ça qui me permet de continuer avec mon fils. Le répit, c'est nécessaire pour ces personnes-là. C'est nécessaire, des fois, c'est un répit de 3 heures. On a besoin d'avoir un moment pour soi. On a besoin d'aller magasiner, d'avoir l'esprit tranquille. Des fois, il y a des répits qui peuvent durer des week-ends, mais c'est important que les personnes proches aidantes puissent avoir ce moment-là à elles. On dit souvent pour recharger leur batterie. Puis, les personnes TCC, ça revient régulièrement, ils disent, bien, en fait, moi, j'en ai pas besoin de répit, mais j'offre ce temps-là à mon être cher que j'aime. Je comprends que cette personne-là a besoin d'un temps de repos. La dernière fois qu'il est allé, mon frère, quand il est revenu, il dit « Je suis pas sûre, je vais y retourner. » Puis ma mère, elle a fait bien comprendre. C'est pas pour toi que tu y vas, c'est pour moi. C'est pour me donner, moi, une pause à moi. Il faut se retrouver où est-ce qu'on a un espace où il n'y a pas de jugement, puis il y a de l'entraide. Et moi, j'ai toujours été présente avec des groupes de soutien parce que je n'aurais pas passé au travers. C'est cet élément-là qui prend tellement de place dans notre vie, il faut être capable d'en parler à quelque part, sinon on débarque. Puis si j'étais débarquée, Johan, il serait sûrement un itinérant. Sûr. Quand on va aller au local, ça nous permet de rencontrer d'autres gens. Ça nous sort de notre routine. D'avoir un local à Sept-Îles, ça permet à des gens de pouvoir partir de la maison. Certaines personnes sont seules, fait qu'ils viennent ici. Ils ont quelqu'un qui les écoute, ils ont quelqu'un qui les accueille. Ils peuvent voir d'autres membres. Même en dehors des périodes d'activité, ils peuvent venir ici. Donc, ça fait un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Ça leur apporte quotidiennement des activités, mais ça va au-delà des activités. C'est tous les liens qui sont créés. C'est tout le positif qui en retire de rencontrer d'autres personnes. Je voulais qu'on fasse une espèce d'atelier de discussion sur les relations interpersonnelles. Quand on vient ici, on n'a pas besoin de dire pourquoi. Pourquoi qu'on est différent, tout le monde le sait. La pire affaire qu'une personne qui vient d'avoir un TCC, c'est de rester tout seul puis de se replier sur soi-même. C'est d'aller vers les autres. Puis ça, c'est une association qui peut grandement les aider. C'est vraiment important dans chacune des régions d'être capable de desservir son propre territoire parce que, justement, la clientèle en a besoin. Tu sais, une personne qui a un TCC, c'est pas écrit dans son visage nécessairement. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, mais il y en a d'autres que c'est pas écrit. Puis c'est important aussi que la population soit sensibilisée à cette clientèle-là. Ça, c'est très récent que je suis capable de dire « je m'aime, moi, là ». Je m'aime maintenant comme je suis, mon corps, ma face, tout, tu sais, je m'aime
Puis je me sens aimée aussi par les gens qui m'entourent. Travailler auprès des personnes qui ont un traumatisme crânio-cérébral, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que c'est encore une couche de la société de personnes qui sont discriminées. C'est des personnes qui vivent des injustices. C'est des personnes envers lesquelles la société ne veut pas nécessairement se poser de questions. C'est des gens qui ne rentrent pas dans un cadre. Puis c'est important parce que ces gens-là, elles ont droit d'avoir une vie, elles ont droit d'avoir des services, elles ont droit d'être comprises, elles ont droit d'être soutenues. Puis c'est le travail que les associations régionales vont leur apporter, les accepter comme elles sont, puis être capables de travailler avec leurs forces plutôt que d'appuyer sur ce qu'elles ne sont plus capables de faire. C'est juste maintenant que je me rends compte que j'ai une stabilité dans ma vie, donc des amis stables qui me ressemblent, qui me connaissent moi, puis qui sont avec moi. Fait que je peux être moi. C'est ça qui est plus difficile à comprendre pour des personnes, parce que j'ai souvent porté un masque dans mes relations parce que je voulais pas être moi, parce que j'avais peur d'être moi. Si les gens comprenaient mieux que le TCC cause des incapacités multiples au cerveau, s'ils connaissaient mieux cette condition-là, ils seraient probablement plus enclins à l'accepter puis à proposer des solutions qui sont pas toujours très compliquées pour accommoder les personnes, pour être un peu plus patiente, donner un peu plus de temps, puis être capable de bénéficier des forces de ces personnes-là plutôt que de considérer qu'elles ont des incapacités et que ça ne fonctionne pas avec elles. La majorité des gens qui nous approchent nous disent qu'avant l'accident, ils ne connaissaient pas ça, le traumatisme crânio-cérébral. Ils ne savaient pas c'était quoi, ils ne savaient pas quel impact ça pouvait avoir sur la vie des gens. Puis nous, ce que ça nous indique, c'est que c'est important de faire des campagnes de sensibilisation. C'est important que la population à travers le Québec comprenne mieux ce que c'est. En comprenant mieux ce que c'est les gens, si jamais ça leur arrive, ils vont être mieux préparés, ils vont peut-être mieux contrôler leur prise de risque, mais ça va leur permettre également de diminuer tous les jugements qu'on peut avoir envers les personnes TCC. C'est mon accident de vélo, là. Mon casque, vous l'auriez vu, là. Les policiers, ils me l'ont emprunté. Puis ils faisaient de la... dans les écoles, là, pour... Puis ce qu'ils disaient, si le monsieur n'aurait pas eu son casque, il ne serait plus là aujourd'hui. Là, j'ai des enfants, fait que je suis bien fatigante avec les casques. Je dis toujours à mes enfants, un bras, ça se répare, une jambe, ça change, mais un cerveau, on en a juste un, puis une fois qu'il est cassé, il n'y a rien à faire. Si moi, je pouvais revenir, je pourrais parler à la Christine là, de 17 ans, là, qui avait son bal de graduation, qui voyait la vie devant elle, mais je dirais, non, c'est pas grave, Christine. Tu vas être capable de devenir quelqu'un, d'être une personne accomplie, une adulte, qui est capable de vivre sa vie autrement, oui, mais qui aime la vie, puis qui a fait des belles réalisations, puis qui va continuer à en faire encore, puis qui va avancer avec plein de belles choses. Maman, c'est je t'aime beaucoup de tout mon cœur. T'es une mère incroyable et j'aurais vraiment pas pu souhaiter, dans mes rêves les plus fous, avoir une mère plus incroyable que toi. Même malgré tes qualités ou tes défauts, c'est je t'aime et je vais toujours t'aimer. Parce que t'es ma mère, une mère TCC, mais une mère quand même. Et t'es vraiment super.